Bonsoir Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Bonsoir à tous et à toutes. Avant toute chose, je souhaitais vous remercier Monsieur le ministre, vous remercier de prendre le temps d'échanger avec nous, avec l'ensemble des infirmiers, mais aussi remercier tous les infirmiers et infirmières qui ont particulièrement été nombreux à nous adresser des questions, plus de 1200, et certainement encore plus nombreux à nous regarder ce soir, et c'est ce qu'on espère tous les deux. Cet engouement et la diversité des questions reçues montrent bien que ce temps d'échange était attendu, voire même nécessaire. Et je me félicite que vous ayez accepté aussi facilement. Nous sommes actuellement dans une période particulièrement singulière où on cherche à éviter le confinement tout en protégeant au maximum les citoyens. Cela suscite de nombreuses questions parmi les soignants et parmi les infirmiers également. Et je suis convaincu que vous nous en direz un mot, Monsieur le ministre, dans quelques minutes. Vous connaissez, Monsieur le ministre, particulièrement bien la profession d'infirmier. Vous avez fait vos études avec mes confrères et consoeurs et vous les avez pratiquées au quotidien dans votre exercice professionnel. C'est une profession singulièrement humaine, profondément attachée à ses patients, dont elle est très proche, notamment de par sa présence dans tous les territoires, de par la nature des soins qu'elle prodigue au quotidien. Et c'est aussi une profession combative, déterminée et engagée. Et ça, je crois que c'est plus à démontrer sur cette année qui vient de s'écouler. Une fois de plus, les 700 000 infirmiers sont en première ligne partout en France, comme ils l'ont été sans discontinuer depuis un an, pour prendre soin des patients Covid, mais aussi pour continuer à assurer la continuité des soins pour tous les autres patients, qu'ils soient aussi bien en établissement qu'à domicile. Et puis engagés aussi pour réaliser les tests qu'il a fallu déployer, et aussi maintenant pour pratiquer la vaccination. Donc des vrais sujets à discuter tous les deux. Le premier confinement avait rappelé et démontré notre rôle essentiel, et on se souvient des applaudissements, maintenant ils se sont tus, et on a l'impression d'être un peu retombé dans un certain anonymat et dans l'oubli. Mais alors que nous sommes toujours sur tous les fronts, et que notre mobilisation est intacte. Alors c'est aussi une profession à bout de force qui se présente un peu devant vous ce soir. C'est pas moi qui le dis, on a beaucoup interrogé notre base d'infirmiers, et on a eu à chaque fois 60 000 réponses, et on a eu des chiffres éloquents. Et 60% ont dit ne plus disposer du temps nécessaire pour prendre en charge les patients. C'est assez important. 2 tiers ont dit que leurs conditions de travail s'étaient dégradées sur cette dernière année. 30% ont déclaré qu'ils exercent des tâches au-delà de leur cadre réglementaire. Et puis l'épuisement professionnel, 60%, un chiffre alarmant. Sans parler des 43% qui nous disent que dans 5 ans, ils ne seront plus infirmiers. Donc un vrai sujet sur la continuité des soins dans l'avenir. Je sais que ça vous a interpellé, nous aussi, et donc maintenant, cette situation de tension extrême, c'est moi qui vous en fais part sans vous alerter. On a un rôle de vigie, sans dramatiser outre mesure, mais je pense que c'est important et que c'est pour ça que vous avez accepté ce pont, comme vous l'a proposé, et que ce dialogue singulier avec l'ensemble des infirmiers qui nous regardent ce jour, je vous remercie encore une fois de le faire, et je remercie d'avance tous les infirmiers qui vont vous interpeller certainement, mais avec beaucoup de bienveillance, tel que ça a été fait par toutes les questions qu'on a reçues. Les infirmiers s'interrogent sur de nombreux sujets fondamentaux. Évidemment, il sera question aujourd'hui de la stratégie de vaccination, notamment à mettre en œuvre dans les prochaines étapes, et du rôle des infirmiers dans celle-ci. Et ça, vous savez que c'est une forte attente. Mais les infirmiers aussi auront à cœur, nous l'avons vu dans toutes les questions reçues, de vous interroger plus largement sur nos conditions d'exercice, sur l'attractivité de notre profession, sur son avenir. Sujet important pour vous, vous qui avez engagé le Ségur de la santé et qui en avez été porteur et dont les travaux continuent à se poursuivre. Aujourd'hui, plus que jamais, les infirmiers font preuve de leur mobilisation unanime. Ils ont démontré leur capacité à affronter crises et situations complexes. Peut-être aurons-nous aussi en conséquence l'opportunité d'aborder les questions liées à une plus grande autonomie de la profession. Une forme de responsabilisation qui nous fait peut-être encore défaut. C'est ce qui guide l'ordre, l'évolution de cette profession au bénéfice du patient. Vous le savez, c'est tout ce qui nous a fait vous solliciter pour faire progresser cette profession, et ça doit se poursuivre et continuer encore à s'approfondir. Écoutez, je ne vais pas être plus long pour pas que les gens se déconnectent et que ce soit vous qui répondez à tout le monde. Donc j'ai hâte d'entendre les questions de mes confrères et consoeurs, et je vous cède bien volontiers la parole. Merci beaucoup, cher Patrick Chamboredon, Monsieur le Président de l'Ordre infirmier. Moi, je suis ravi de cet exercice, c'est une première, et je m'en réjouis. On va avoir un moment d'échange, de dialogue, alors certes par visio, c'est forcément impersonnel, mais
à moins de louer le stadium de Bercy, on aurait eu du mal à rassembler autant de professionnels de santé que celles et ceux qui sont ce soir connectés avec nous pour pouvoir discuter en 1 heure des sujets qui sont importants pour l'avenir de cette magnifique profession. J'avais un speech, mais je préfère parler avec mon cœur, vous voyez, parce que j'étais, avant de venir ici, avec le Premier ministre à l'hôpital Foch, un hôpital de plus que je visite, un ESPIC en l'occurrence, privé non lucratif, où j'ai rencontré bien sûr des médecins, mais aussi des soignants, des blouses blanches, celles et ceux qui font la vie à l'hôpital au quotidien. Je dirais évidemment un mot sur les libéraux, pas d'inquiétude. J'ai aimé profondément porter la blouse blanche. J'ai aimé la porter comme aide-soignant d'abord, en EHPAD, en psychogériatrie à l'hôpital. J'y ai côtoyé le métier infirmier. Je l'ai touché du doigt. Et j'ai aimé profondément porter la blouse blanche comme médecin. J'ai aimé ouvrir un hôpital de jour. J'ai aimé confier la responsabilité de la coordination à une infirmière. On était bien avant les IPA. Je ne suis pas si vieux, mais ça remonte quand même. J'ai aimé confier ça. J'ai aimé permettre à une infirmière de faire de l'éducation thérapeutique. Et j'ai aimé pouvoir lui confier, les yeux fermés, les jeunes patients chez qui je diagnostiquais des scléroses en plaques pour qu'elle puisse lui expliquer quels étaient les traitements injectables et comment allaient se dérouler les choses. J'ai toujours aimé profondément le sens du travail en équipe. Et j'ai aimé aussi être médecin en unité neurovasculaire, faire des thrombolyses. Et je n'ai pas du tout de gêne à le dire, les soignants qui travaillent en unité neurovasculaire sont au moins, voire plus indispensables que je pouvais l'être comme neurologue. La qualité du nursing, du prendre soin des malades, surtout quand il y a des questions de handicap, de positionnement, etc., est absolument déterminant dans la possibilité de récupération des patients. J'ai aimé aussi, dans des questions plus personnelles, voir des infirmiers, des aides-soignants aussi, intervenir au domicile de personnes qui me sont chères, très fragiles, et voir, au-delà de la vocation et de l'empathie, cette espèce de sens de la mission et de ce respect mutuel entre la soignante et le soignant et son patient jusqu'au domicile dans des conditions qui sont parfois difficiles. Je n'ignore rien des difficultés du métier. Et si je devais m'être fixé une mission en arrivant dans ce ministère, avant que je me retrouve immédiatement plongé dans le pilotage de la crise sanitaire, c'était la mission redonner du sens. Redonner du sens. C'est la même chose qu'on porte la blouse d'infirmière ou la blouse de médecin. Ce sens qu'on doit retrouver. Et quand je regarde les chiffres, et ça on en avait parlé, Président, et que je vois le nombre de personnes qui sont diplômées et qui peuvent exercer le métier d'infirmier et qui vont faire autre chose, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et donc, redonner ce sens. Le sens, il a été retrouvé, pour partie, avec la crise Covid, où, dans le secteur hospitalier, tout le monde était tourné vers un seul objectif, une seule direction, bien soignée. On s'organise. Exit les divergences de gouvernance. On a besoin des infirmières pour accompagner et mettre en place les soins. On a besoin des infirmières en réanimation. On a besoin qu'il y ait des volontaires qui prennent un train, qui traversent la France du jour au lendemain pour aller filer un coup de main aux copains parce qu'ils sont complètement débordés. Je n'ai jamais douté, et je ne douterai jamais, et du sens de l'engagement, de la détermination, du courage, dans la durée des soignants. Et moi, je veux prendre soin de celles et ceux qui prennent soin de nous au quotidien. Alors, vous l'avez très bien dit, il y a eu les applaudissements, il y a des moments dans nos vies où on se sent particulièrement fragile, vulnérable, et on est heureux et presque rassuré de pouvoir compter sur des professionnels de qualité. C'est généralement quand on est tout petit, mais on ne s'en rend pas compte. C'est quand on est très vieux et en perte d'autonomie. C'est quand on est très malade ou atteint d'un handicap lourd. Et c'est dans les moments rares, comme celui que nous traversons, de sentiments de vulnérabilité collective, qui nous renvoie au fait que nous ne sommes pas éternels et que nous sommes tous potentiellement fragiles du jour au lendemain. Et alors, des métiers qui parfois sont peu visibles, dont on dit oui, c'est important, deviennent des métiers indispensables pour faire société. Et c'est ça le sens des applaudissements. J'ai modestement voulu contribuer à remercier les soignants à travers le Ségur de la santé, dont je suis très fier parce que 8 milliards d'euros de hausse de salaire par an, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de notre pays, et ça arrive dans le champ de la santé. Je ne reviens pas sur le niveau de rémunération mensuelle que ça représente, ce n'est pas d'ailleurs terminé, ni en termes de périmètre, ni en termes de travail sur les grilles. Je parle là des salariés du public enfin des établissements de santé, publics et privés. Mais au-delà de ça, le Ségur, et ça va se voir semaine après semaine, mois après mois, c'est une transformation de l'organisation au sein des établissements. Que tout le monde ait le droit et voix au chapitre, que personne ne soit laissé de côté.
Et s'il y a des établissements qui disent, moi j'ai envie qu'il y ait des infirmières qui puissent siéger dans les commissions, qui prennent toutes les décisions importantes pour l'établissement, eh bien oui, et c'est très bien, et je l'encouragerai à chaque fois que ce sera possible. J'ai aimé aussi constater au cours de cette crise, parce qu'il faut bien qu'il y ait des choses positives qui ressortent d'une crise comme celle-ci, j'ai aimé voir le lien ville-hôpital très fort. Constater que l'hôpital ne pouvait pas faire sans la ville et que les infirmières à domicile étaient des relais absolument formidables pour aller au contact de leurs malades. C'était extrêmement précieux, ça reste extrêmement précieux et ça le sera encore demain avec la vaccination, et j'en dirai un petit mot avant qu'on passe aux questions-réponses. Je le disais, donc il y a les questions d'organisation, les questions de sens, de rémunération, les questions de formation. Je souhaite que nous formions davantage d'infirmières et d'infirmiers, qu'on fasse encore évoluer les métiers. Et moi, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'on n'avait pas davantage d'universitaires diplômés, parmi celles et ceux qui le souhaitent, évidemment, dans les métiers du soin. On a besoin d'avoir une recherche publique plus forte, on a besoin d'avoir une harmonisation des pratiques plus importante, et il n'y a que celles et ceux qui exercent le métier qui sont en mesure de le faire dans de bonnes conditions. Donc moi, avec tout le temps et toute l'énergie que nous avons ici dans ce bâtiment du ministère des Solidarités et de la Santé, je mettrai tout en œuvre et je ferai de tout mon pouvoir, je pèserai de toutes mes forces pour qu'on puisse faire évoluer ces métiers. Davantage de coopération, on le voit en ville avec les CPTS. Partout où il y a des CPTS, les soignants sont heureux de travailler les uns avec les autres. Et même les élus sont satisfaits d'avoir des CPTS sur les territoires, eux, dont le niveau d'exigence n'est pas à démontrer. Aujourd'hui, des infirmières libérales, on en voit dans les centres de vaccination. Il y a plus de 1100 centres de vaccination déployés en proximité, et je n'ai jamais eu le moindre doute quant à la volonté et l'énergie que mettraient les soignants pour venir vacciner et protéger les populations. Demain, déjà aujourd'hui à travers des équipes mobiles, mais demain ce sera aussi au domicile. Et puis on va pouvoir, et j'en suis très heureux, protéger tous les soignants. Mais on y reviendra peut-être à travers des questions-réponses. J'imagine qu'il y aura des questions qui porteront sur ce sujet. Voilà ce que je voulais dire en introduction, avec cet enthousiasme qui est sincère. Et je suis vraiment très ravi et même un peu ému de pouvoir avoir ce temps d'échange avec vous, Président, et l'ensemble de la profession qui nous regarde et qui participe. Alors, on va prendre des questions-réponses et on va répondre du tac au tac, comme on... Alors, pour continuer cette introduction, Monsieur le Ministre, une première question. Comment comptez-vous vacciner les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer en centre de vaccination ? Alors, la vaccination des personnes âgées qui ne peuvent pas aller en centre, c'est une vraie question. Dès le début, nous avons mobilisé les collectivités territoriales, les mairies, les CCAS, qui ont notamment des fichiers avec le fichier canicule et qui savent quelles sont les personnes âgées qui vivent au domicile, qui sont particulièrement fragiles, parfois isolés dans les territoires ruraux, de manière à pouvoir faire une démarche d'aller les contacter pour leur dire qu'ils peuvent se faire vacciner. Ensuite, j'encourage toutes les innovations et toutes les modalités d'organisation dans les territoires, à savoir des équipes mobiles. Il en existe beaucoup déjà, on en parle peu, mais elles existent, et il y a des gens qui se font vacciner ou qui viennent se faire chercher pour pouvoir être vaccinés en centre. Je vais sortir très prochainement un décret pour la vaccination à domicile en bonne et due forme et pour le remboursement des transports sanitaires pour les personnes qui sont amenées par les transports sanitaires, parce que c'est important, je veux que ce soit gratuit, qu'il n'y ait aucun frein financier. Ensuite, aujourd'hui, nous avions 2 vaccins qui étaient très compliqués d'utilisation, le Pfizer et le Moderna. Un quart d'heure de surveillance, un produit très précieux qu'on ne peut pas transporter, des conditions drastiques de conservation qui ne se prêtaient pas à la vaccination à domicile. Nous avons désormais le AstraZeneca. Lui, il se conserve dans un frigo classique, on peut le transporter, on peut vacciner à domicile. Je suis très heureux parce que la Haute Autorité de Santé nous dit que les infirmières et les infirmiers pourront évidemment vacciner d'eux-mêmes et sans avoir besoin d'une surveillance médicale. Ce sera plus simple. Néanmoins, pour l'instant, et c'est le hic, le AstraZeneca n'est pas recommandé chez les personnes âgées de 65 ans et plus, donc ce ne sera pas la réponse tout de suite. On a d'autres vaccins qui vont venir, et évidemment, je compte sur tous les réseaux organisés dans les territoires pour aller chercher les personnes âgées, voire les vacciner chez elles. Une question de Madame Julie Nonès, infirmière libérale à Grande-Synthe dans le Nord. Monsieur le ministre, pourquoi ne pas avoir ouvert la vaccination à l'ensemble des personnels soignants, quel que soit leur âge, alors qu'ils sont en première ligne et risquent de contaminer leurs patients? C'est une bonne question. La Haute Autorité de Santé nous a demandé de ne vacciner les soignants qu'au-delà de 50 ans avec le vaccin Pfizer comme avec le vaccin AstraZeneca, sauf les soignants qui avaient eux-mêmes des comorbidités, parce que lorsque le vaccin est sorti, il ne protégeait que des formes graves, et les formes graves concernent, dans l'écrasante majorité des cas, des personnes âgées, même au-delà de 60-65 ans.
Néanmoins, et c'est une très bonne nouvelle, et je l'ai un peu dit tout à l'heure, le vaccin AstraZeneca, lui, on peut le proposer aux soignants jusqu'à 65 ans. Et donc, j'ai décidé, et le président de la République en est tout à fait d'accord, qu'il a dit lui-même hier, que le vaccin et toutes les premières doses de vaccin AstraZeneca dont nous allons disposer en France seront mises à disposition des soignants âgés de 65 ans et moins. C'est à partir de lundi. Il y a 470 000 doses de ce vaccin qui arrivent sur le territoire, qui vont être immédiatement dispatchées dans les 3000 centres hospitaliers. Alors on le fait, ce premier volet, on le fait en centre hospitalier parce que c'est plus simple et que ce sera plus rapide, et je veux qu'on puisse protéger les soignants le plus vite possible. Il y aura une deuxième livraison de quelques 700 000 vaccins supplémentaires, 10 ou 15 jours plus tard, qui permettra de compléter cette vaccination des soignants âgés de 65 ans et moins. Les 65 ans et plus continueront d'être protégés par du Pfizer ou du Moderna. Et donc, dès lundi, ça commence. Et soyez nombreux au rendez-vous. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on fasse mentir les statistiques. On l'a déjà fait avec les populations âgées dans les EHPAD, puisqu'on a plus de 80% d'adhésion. On l'a fait chez les pompiers, là où je suis allé, plus de 75% d'adhésion. On voit que la volonté des Français de se vacciner augmente très fortement. Moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que les soignants puissent se protéger, montrer l'exemple, mais eux-mêmes aussi assurer leur propre protection. Et donc, j'espère que les infirmières et infirmiers seront nombreux au rendez-vous. Madame Véronique Maurras, infirmière dans l'Hérault. Monsieur le ministre, comment rendre notre profession attractive alors que de plus en plus d'infirmiers changent de métier, en raison notamment des conditions de travail dégradées et d'une rémunération sous-valorisée? Beaucoup dénoncent des difficultés à recruter, notamment pour les postes non concernés par les mesures Covid. Je n'ai pas entendu, pardon, si c'était une infirmière libérale ou hospitalière. Ça n'est pas précisé. Ça n'est pas précisé, parce que en termes hospitaliers, ça va faire une rémunération, il y a 183 € net de plus par mois. On ajoute en moyenne 35 € de revalorisation sur les grilles, et on va ajouter jusqu'à 100 € net par mois à travers ce qu'on appelle l'engagement collectif. Tout ça se met en place. On a majoré les heures supplémentaires de manière conséquente, 50% de plus, ce qui fait qu'il y aura de très nombreuses infirmières à l'hôpital qui percevront plus que les 300 € net par mois de plus qui étaient demandés. Ce qui, au bout d'une carrière, en 30 ans de carrière, je vous laisse faire le calcul, ça représente des sommes qui sont considérables. C'était nécessaire de le faire. Et d'ailleurs, je le dis, c'est 85% de femmes. C'est vrai qu'on dit souvent les infirmières. Moi, j'essaye de dire les infirmiers et infirmières, mais c'est un peu long. Et 85% de femmes. Et donc, comme on a mis 8 milliards d'euros de hausse de salaire, ça fait la plus grosse réduction de l'écart de salaire, de revenus entre hommes et femmes de l'histoire de notre pays. Ça compte. Et dans le secteur libéral, il y a eu des accords conventionnels qui ont été obtenus avant que j'arrive d'ailleurs comme ministre, donc j'en parle très librement, qui ont permis d'avoir une majoration d'un certain nombre de consultations, notamment pour les personnes âgées ou les actes de soins pour les personnes qui sont avec des soins qui sont plus lourds. Et les chiffres que m'a montré la CNAM montrent que le revenu moyen des infirmières en secteur libéral a augmenté de façon aussi conséquente cette année. Je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga, je ne dis pas que ça suffit, je ne dis pas qu'il y a de quoi dire cocorico, je dis juste que c'est le plus gros geste qu'on ait jamais fait dans l'histoire de notre pays, qu'il était nécessaire et qui va s'accompagner de la transformation du métier avec davantage de pouvoir, davantage de possibilités d'évoluer dans la carrière, davantage de coopération, davantage de droits aussi, et davantage de responsabilité. Mais je crois que ça ne leur fait pas peur, Monsieur le Président. C'est ce qu'on demande. C'est exactement le sens des consultations qu'on a menées jusqu'à présent, avec une forte volonté de la profession de s'engager dans l'université, comme vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, mais également d'avoir plus de responsabilité, plus d'autonomie. Tout ça, pas simplement pour avoir du pouvoir, mais pour mieux servir et mieux prendre en charge nos patients tout au long des crises Covid, mais au-delà, pour pallier des fois des manques de professionnels sur le terrain, et également pour soulager le temps médical. Donc on voit bien que dans une stratégie globale et un travail d'équipe, vous l'avez souligné tout à l'heure, qui est indispensable. Le médecin et l'infirmier sont toujours un binôme. Alors, une question de Madame Elsa Abizanda dans le Gard. Pourquoi certaines catégories d'infirmiers ne sont-elles pas concernées par les mesures de rémunération du Ségur, intérimaires, SIAD, établissements médico-sociaux, etc. C'est une bonne question, je m'attendais à ce qu'on me la pose, et elle est totalement légitime. On a conclu en 5 semaines un accord majoritaire avec les syndicats dans le domaine du soin, de la fonction publique hospitalière. Un accord a été aussi trouvé majoritaire chez la FHP pour les cliniques privées, et une convention est mise en place désormais par la FEAP pour les ESPIC. C'est un point qui est très fort et c'est pas courant. 8 milliards d'euros, je disais, de revalorisation,
Plus d'1,5 million de salariés ont vu leurs revenus augmenter. Et il y a, non pas des gens qui ont été oubliés, mais un certain nombre de soignants qui n'ont pas fait partie de ce wagon de revalorisation. En fait, la question aujourd'hui, c'est la question du périmètre. Et moi, je le dis sans aucune difficulté. Avoir une infirmière qui travaille dans un SIAD, dans un établissement de santé, et qui n'a pas de revalorisation du Ségur, je comprends parfaitement qu'elle se sente flouée et qu'elle revendique d'avoir une revalorisation. Et je le dis, elle va l'avoir. Elle va l'avoir. Dans les établissements dont il a été question. La question du périmètre, je le disais, c'est que parmi les revendications, il y a tout le secteur social avec des métiers qui ne sont pas forcément des métiers du soin. Et donc, il y a une mission qui a été confiée à Michel Laforcade pour qu'il puisse nous éclairer. Mais je souhaite, je le dis très simplement, qu'on bouge très vite sur le périmètre des soignants dans la fonction publique qui n'ont pas été revalorisés dans le cadre du Ségur. Madame Sylvie Dupré, de Moselle, vous pose de Metz cette question. Les infirmiers s'interrogent suite à l'annonce de renforcement du couvre-feu alors qu'un nouveau confinement était attendu. Pouvez-vous nous dire où en est l'épidémie à aujourd'hui? Bien, on est à un niveau de plateau élevé. 20 000 cas par jour, c'est beaucoup. La charge sanitaire est importante dans notre pays. Près de 3 300 patients en réanimation ce soir, 28 000 patients hospitalisés. C'est une charge sanitaire qui est élevée, mais un plateau, c'est-à-dire que l'évolution de l'épidémie est nulle depuis maintenant une semaine. Ce qui fait que les modélisateurs, les scientifiques, les chercheurs qui travaillent et qui nous éclairent nous ont dit, en fait, on a encore un petit peu de temps avant de se retrouver contraints de devoir prendre des mesures supplémentaires, notamment du fait du risque du variant. Ce temps, il est utile parce qu'il nous permet de vacciner davantage de personnes, de préparer les hôpitaux, et pourquoi pas d'éviter le pire. Cette épidémie, elle a aussi offert son lot de surprises, souvent mauvaises, mais parfois bonnes. Et quand on regarde la situation de certains pays, pas très loin de nous, on a vu une inversion de tendance, là où on pensait, où les scientifiques disaient que ça allait s'exacerber. Donc un confinement généralisé, c'est très lourd pour les Français. Le stress social, les conséquences économiques, les conséquences éducatives sont extrêmement lourdes. Les Français l'ont respecté à 2 reprises, ils ont été incroyables. C'est une décision très très lourde qu'on prend quand on n'a pas le choix. Aujourd'hui, les scientifiques nous disent qu'on a encore un certain nombre de jours devant nous, en renforçant les mesures de couvre-feu comme nous l'avons fait, en fermant les frontières, en augmentant les contrôles, en renforçant le télétravail, pour voir si vraiment on n'a pas un petit chemin qui nous permettrait d'éviter le confinement et d'arriver à battre en brèche cette épidémie. Donc nous prenons ces jours qui ne sont pas des jours d'attente, mais des jours à la fois d'intervention active. Il faut qu'on tienne ensemble, il faut qu'on soit solidaire et qu'on soit solide comme on l'a été depuis un an. Et nous verrons, et au jour le jour, je peux vous dire, je regarde les chiffres quand ils arrivent, anxieux. Pour l'instant, je touche du bois, ça tient. Madame Danielle Kopf est infirmière en SSR dans le Grand Est et vous pose la question suivante. Quid de la reconnaissance du Covid en maladie professionnelle pour les soignants, y compris lorsqu'ils n'ont pas été intubés? C'est une bonne question. Alors, la maladie professionnelle, il y a un tableau de maladies professionnelles qui passe par un mécanisme de reconnaissance assez complexe où on y a ce qu'on appelle les critères d'imputabilité, c'est-à-dire quand quelqu'un présente une maladie qui pense qu'elle est d'origine professionnelle, il faut démontrer par des critères précis que c'est bien le travail exercé qui est responsable de la maladie. Moi, j'ai souhaité que l'imputabilité, elle soit automatique dans le cadre du Covid. C'est-à-dire que tout soignant qui aurait eu le Covid n'a pas à démontrer qu'il a été contaminé sur son lieu de travail. Je ne sais pas s'il a été contaminé sur son lieu de travail ou ailleurs, mais je considère que dès lors qu'il a été au front, on considère que c'est le cas. Ça, c'est une première dans l'histoire de notre pays. Ensuite, qui dit maladie professionnelle dit maladie. Et ça veut dire séquelles dans la durée. Et ce que nous disent les soignants, enfin les médecins, les responsables de tout cela, c'est qu'aujourd'hui, les séquelles que nous avons pu identifier sont des séquelles respiratoires liées à des formes graves pulmonaires ayant nécessité à minima de l'oxygène. Et donc ça fait partie du cadre de reconnaissance, j'allais dire, automatique. Ce qui n'empêche pas des dépôts de dossiers en vue d'une reconnaissance comme maladie professionnelle pour des soignants qui n'auraient pas été intubés, qui n'auraient pas eu des gros besoins en oxygène, mais qui considèrent qu'ils conservent des séquelles. Ils peuvent faire encore examiner leur dossier, mais la reconnaissance ne sera pas automatique, ça passera par une expertise. De la même manière quelqu'un qui travaille dans le bâtiment et qui a une fibrose pulmonaire peut faire valoir le fait qu'il a travaillé dans un milieu avec de l'amiante, on vérifie que c'est bien le cas,
et ensuite il est indemnisé. Donc c'est deux choses qui sont différentes. En fait, le cadre exceptionnel, il est que la reconnaissance, elle est automatique dès qu'il y a des séquelles. Et ensuite, la connaissance sur le Covid, et notamment le Covid long, les séquelles à moyen terme, peut-être demain à long terme, je ne le souhaite pas, mais on ne sait jamais, vont faire évoluer ce cadre de reconnaissance. Antonella vous demande s'il est possible de faire comme en Italie, en mettant en place un tarif pour les personnes souhaitant effectuer un test PCR pour convenance personnelle. Moi, je n'ai pas souhaité le faire. La France est effectivement le seul pays européen dans lequel on peut se faire tester sans rendez-vous, sans ordonnance, sans avance de frais. Pourquoi ? Parce que nous considérons que le test est presque un geste barrière et que le test est indispensable dès lors qu'on a un doute. Que ce soit un doute à l'idée d'être malade ou d'avoir été en contact avec quelqu'un, ou que ce soit un doute quand, en définitive, on risque de prendre un risque avec quelqu'un. Je préfère encore que la personne puisse se faire tester. Dans les pays dans lesquels il y a un frein financier à l'accès, ils font 2 fois moins de tests que nous. Et ils diagnostiquent 2 fois moins de malades que nous. Les diagnostics dits opportunistes, c'est-à-dire quelqu'un qui pensait juste se faire un test pour voir et qui se retrouve positif, ils sont nombreux dans notre pays. Et donc, en définitive, c'est important. Et nous faisons 2,2 millions de tests cette semaine encore en France. Nous pouvons en faire davantage. Nous ne sommes pas saturés. Et donc, on continue comme ça. Malika vous demande quelle perspective sur les traitements, notamment via les anticorps monoclonaux. Malika est très bien informée. Évidemment, on cherche un traitement qui permettrait de soulager nos hôpitaux et d'éviter des cas graves et de sauver des vies. Parmi ces traitements, il y a des pistes sérieuses, intéressantes du côté des anticorps monoclonaux. Certains ont bénéficié d'études publiées, notamment aux États-Unis, et qui nous intéressent. En fait, ces anticorps monoclonaux, ils seraient utiles chez les gens qui sont à risque de forme grave en phase précoce, avant qu'ils soient hospitalisés. Et nous avons eu beaucoup de réunions, notamment autour du président de la République lui-même, pour mettre en place des protocoles thérapeutiques très rapides, de grande ampleur, et nous passons des commandes d'anticorps monoclonaux pour pouvoir participer à cette recherche à l'échelle mondiale, mais aller au-delà de la recherche, essayer d'être déjà dans l'intervention. On verra, il y a d'autres pistes thérapeutiques qui sont intéressantes. Il y a les traitements comme les interférons, par exemple. Mais à ce jour, les seuls traitements validés restent la dexaméthasone, c'est-à-dire la cortisone quand il y a des besoins en oxygène, avec des anticoagulants quand il y a des risques thromboemboliques, et puis l'oxygène lorsque c'est nécessaire, en optiflow, c'est-à-dire à 50 litres minute, voire l'intubation lorsqu'il n'y a plus de choix. Et parfois l'antibiothérapie, type azithromycine, pour protéger les poumons quand il y a un risque de pneumopathie. Laurie vous pose la question suivante. Pourquoi attendre que les services soient submergés pour reconfiner ? Quelle stratégie sanitaire pour le confinement, déconfinement ? Alors, je surveille les services de réa et les services hospitaliers comme le lait sur le feu. Je peux vous dire de tête, il y avait hier 3284 patients en réanimation. Ce soir, il y en a 3278, donc c'est quasiment pareil, mais un tout petit peu moins. On surveille, je sais qu'il y a l'état de fatigue qui est important, qui pèse dans la décision d'ailleurs, la capacité à recruter ou non des ressources humaines supplémentaires si la situation devait l'exiger. Et donc, encore une fois, ça fait partie des principaux critères. Et le président de la République est très clair lorsqu'il dit « je ne laisserai pas les hôpitaux débordés ». Donc nous agissons lorsqu'il le faut. Lorsque le confinement a été prononcé au mois d'octobre dernier, il y avait le même nombre de malades en réa. Par contre, nous étions dans une phase exponentielle de l'épidémie qui fait que nous savions que dans 2 semaines plus tard, nous aurions le débordement des hôpitaux. En tout cas, on risquait. Et on a d'ailleurs pris des décisions suffisamment tôt pour l'éviter. Et on n'a pas eu de débordement des hôpitaux. Aujourd'hui, on est sur une trajectoire plate. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'anticipation d'une saturation des hôpitaux dans 15 jours. J'allais dire, l'avantage du truc, c'est qu'un cas grave, il suit de 15 jours le diagnostic. Et donc, ça nous donne toujours cette capacité d'anticiper. Mais si on voit que les cas devaient augmenter en exponentiel du fait du variant, alors on serait obligé de redouter un débordement des hôpitaux et de prendre les décisions sans attendre. Elisabeth est étudiante en pratique avancée à Créteil. Elle vous pose la question suivante. Vous avez annoncé, Monsieur le Ministre, durant le Ségur de la Santé, votre volonté de créer une profession médicale intermédiaire. Comment voyez-vous la place des infirmières en pratique avancée dans le parcours de soins du patient et quelles articulations avec une telle profession intermédiaire ? D'abord, je vais vous dire le fond de ma pensée, mais vous savez, c'est plus difficile c'est plus cher et plus compliqué de rénover, si je me permets, une maison que d'en construire une nouvelle. Quand vous arrivez avec un système de santé qui n'a pas su évoluer suffisamment vite et suffisamment fort pendant 20, 30, 40 ans, du fait des conservatismes, du fait des peurs,
vous vous retrouvez avec un système où les gens, les uns les autres, ne s'y retrouvent pas forcément. Moi, je le disais, dans ma propre pratique personnelle, je me suis toujours appuyé sur des infirmières pour les postes les plus importants, pour les postes clés. Et donc, je crois profondément aux coopérations interprofessionnelles et à l'évolution des métiers. Je vais être un peu provoque, mais c'est pas grave, on est entre nous. J'ai toujours été surpris de voir que quand je bossais en neuro, lorsqu'il fallait donner du paracétamol à un patient qui avait mal à la tête, l'infirmière qui avait 25 ans de maison devait m'appeler pour que je vienne prescrire dans le logiciel paracétamol à la demande. J'exagère à peine. Et que le lendemain, un jeune médecin diplômé d'un pays hors Union européenne, parlant à peine la langue, mais venant prêter main forte parce qu'on avait des difficultés pour recruter des médecins, pouvait prescrire une thrombolyse ou de la chimiothérapie. Je crois en l'expérience, je crois dans ce qu'on appelle la validation des acquis et de l'expérience. Et je crois qu'il y a un certain nombre d'infirmières qui souhaitent conserver l'exercice tel qu'il existe aujourd'hui, d'autres qui souhaitent évoluer ou partir vers de l'universitaire. C'est pour ça que j'ai annoncé aussi dans le Ségur la création de postes de professeurs associés en soins infirmiers, en ville et à l'hôpital. Et je dis bien en ville et à l'hôpital, je veux qu'on ait des professeurs associés infirmiers en ville. Et c'est aussi pour cela que je crois fondamentalement aux infirmières de pratique avancée. C'est un pied dans la porte, je dirais, vers l'évolution, vers les coopérations. J'ai vécu, même si je ne suis pas vieux, les débats sur le transfert de compétences versus les délégations de tâches, versus les coopérations interprofessionnelles et pratiques avancées. Je vais vous dire un truc, la sémantique, ça ne change pas, ça ne transforme pas un système de santé. Donc je veux qu'on puisse envisager tout ce qui permet de faire évoluer les choses. La profession médicale intermédiaire, elle n'est pas dans la loi, et j'ai souhaité qu'elle ne figure pas dans la loi. J'ai souhaité confier au président de l'ordre infirmier et au président de l'ordre des médecins une mission pour qu'ils nous disent est-ce que ça fait sens? Est-ce qu'il y a de la place? À quoi est-ce que ça ressemble? Et comment est-ce qu'on pourrait dessiner ces métiers de demain? Vous allez aux États-Unis, vous avez des chirurgiens orthopédistes ou des chirurgiens de la main, par exemple. Ils peuvent compter sur des physician assistants qui ont fait 5 ans, donc ils ont fait un métier infirmier complété par 2 ans, et qui vont aller jusqu'à inciser le patient au bloc et faire le suivi en salle de réveil. C'est possible là-bas, et je peux vous dire que les résultats en termes sanitaires sont excellents et les taux de satisfaction des professionnels sont excellents. Voilà, la question c'est est-ce que ça a de la place chez nous ou pas? C'est certainement pas pour remplacer les IPA, certainement pas pour remplacer les médecins, certainement pas pour envoyer des professions médicales intermédiaires dans les déserts médicaux, on n'est plus au 19e siècle. C'est se dire, dans le secteur hospitalier, est-ce qu'on peut pas s'appuyer davantage sur ça? Moi, je fais confiance à une infirmière quand elle fait de la thrombolyse. Je lui fais même confiance pour coter ce qu'on appelle le score NIHSS, qui permet de voir s'il y a un handicap chez le patient et si ça justifie de faire une IRM ou non. C'est très bien que je sois là et présent au lit du malade, mais j'ai toujours fait confiance avec les gens avec qui j'ai travaillé dès lors qu'ils avaient les compétences et qu'ils avaient envie aussi de pouvoir exploiter pleinement leurs compétences. C'est ça, ne nous limitons pas, j'allais dire sky is the limit, mais c'est pas le sujet, mais posons-nous la question de savoir si on peut pas faire évoluer les métiers un peu plus vite. Vous savez, les transformations du système de santé en France, c'est très long, c'est souvent douloureux. En santé, un mot, c'est une crise. Et quand on dit profession médicale intermédiaire, j'ai bien conscience que ça peut provoquer des crises parce que les gens peuvent se crisper. C'est pas du tout l'objet. Et si on me dit en définitive qu'il n'y a pas de place pour ça, je ne le ferai pas. Je suis très à l'aise avec ça. Mais si je devais m'arrêter à chaque fois, on n'aurait pas fait la télémédecine comme on l'a faite pendant la crise. Je veux dire, je suis arrivé, on faisait 10 000 téléconsultations exclusivement médicales par semaine dans notre pays. J'ai pris un arrêté, parce qu'il y avait besoin à cause de la crise sanitaire, disant que c'était 0 reste à charge, pas d'avance de frais, qu'on autorisait les infirmières à faire de la téléconsultation, les kinés à faire de la téléconsultation, qu'on pouvait faire par Skype, par WhatsApp, par FaceTime. On est monté à 1 million de téléconsultations par semaine, de 10 000 à 1 million, en l'espace d'une semaine. Si j'avais dû, passer par des voies classiques, débats parlementaires, concertations, etc., je pense que dans 15 ans, on serait péniblement au million. Donc parfois, avancer vite, c'est pas forcément bien. Parfois, avancer vite, ça peut être nécessaire. En l'occurrence, sur le métier médical, la profession médicale intermédiaire, je veux pas avancer vite et j'avancerai pas contre la profession. Puisque vous me le sollicitez sur ce sujet-là. On en a beaucoup parlé avec Patrick Charvoredon. Sky is the limit, donc on ne m'a pas s'envoler dans les étoiles, mais effectivement, on est en attente de produire ce rapport parce que effectivement, la connaissance empirique qui est acquise par les infirmiers au contact dans l'équipe de médecins, de professeurs ou d'autres corps professionnels est quelque chose qui fait sens dans les hôpitaux, et qui fait sens pour la continuité de la carrière d'un professionnel infirmier qui a fait 20 ans, qui veut rester un clinicien, qui veut rester au pied du patient,
qui veut continuer à exercer sa profession. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est envisageable. Après, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, on est face à des corporatismes, face à une certaine sédimentation d'un système qui est très dur à réformer, et vous y êtes attelé très fortement avec le Ségur. Et on va, je pense, avec le président Bouet, mener cette mission pour essayer de voir, et encore une fois, je ne pense pas que ce soit de braquer les gens qui nous permettent d'arriver à quelque chose. Il faut que ça soit librement consenti et qu'effectivement, il y ait une place pour qu'on puisse arriver à mieux encore servir les usagers du système, qui seront de plus en plus nombreux, avec des besoins de plus en plus présents et de plus en plus différents. Donc il faut qu'on trouve un terrain d'entente et qu'on arrive à faire. Je vous rappellerai, Monsieur le Ministre, que nous avons, sous ma présidence, réussi à faire les IPA, qui étaient aussi enlisés depuis la loi de Marisol Touraine. Donc je pense qu'on va réussir avec Patrick Bouet à discuter facilement. Puis je trouve que le symbole est aussi important. Confier ça au président des deux ordres pour qu'ils puissent travailler ensemble et qu'ils puissent me dire en tant que ministre, voilà, monsieur le ministre, ça fait sens ou ça fait pas sens. Voilà. Bon, bref, il nous reste du temps pour voir comment tout ça évolue. Monsieur le ministre, Michels vous demande où en sommes-nous sur les tests salivaires? Eh bien, figurez-vous, Michels, qu'on avance sur les tests salivaires, j'allais dire enfin, puisque la Haute Autorité de Santé a rendu un avis favorable à l'utilisation de tests salivaires dans des conditions élargies. J'attends maintenant les conditions techniques précises avant le 15 février qui nous permettront d'avancer. Pourquoi ? Parce qu'une machine PCR, si j'ai bien compris, ne pourra pas à la fois faire du traitement de prélèvement nasopharyngé et de prélèvement salivaire. Il faut un traitement préanalytique particulier. Ne me demandez pas pourquoi, c'est ainsi. Le taux, la sensibilité en salivaire sera réduite de 4 à 10% par rapport au nasopharyngé, ce qui est un trait de plume et qui nous permettra de faire ces prélèvements. On va les faire chez des publics prioritaires qui seront d'abord les écoliers, mais également les soignants et puis les lycéens et les étudiants. On va être capable d'en faire 250 000, 300 000 par semaine d'ici la fin du mois de février. Donc j'attends du 10 au 15, j'attends avant le 15 février, l'avis précis de la HAS, sachant que ce ne seront pas des tests rapides. Attention, c'est des tests où on fait un prélèvement salivaire, mais ensuite ça part au labo. Les tests rapides, type test antigénique en salivaire, ils ont une sensibilité de 11% dans la seule étude publiée. Autant vous dire que je préfère jeter une pièce en l'air. J'ai au moins une chance sur deux de tomber juste. Voilà. Céline vous pose la question suivante. Nous constatons aujourd'hui un relâchement des gestes barrières chez une partie de la population et dans certaines activités. Pensez-vous qu'une campagne de communication rappelant ces messages essentiels soit nécessaire? Oui, mais à chaque occasion. On le fait tous les jeudis en conférence de presse, je le fais dans chaque déplacement, dans chaque débat parlementaire, sur les plateaux de télé, dans les radios, tout le monde parle des gestes barrières. Oui, évidemment qu'il faut les faire respecter, les gestes barrières. C'est indispensable, il y a de la lassitude, les gens en ont marre, mais c'est quand on relâche la vigilance qu'on se contamine. Aurélie vous demande, quelles sont les perspectives concernant la suite des approvisionnements et pour les rendez-vous? Les patients n'arrivent pas à obtenir des rendez-vous pour être vaccinés. Nous allons rouvrir 400 000 créneaux supplémentaires de vaccination pour les 2 dernières semaines de février et plus d'1 million de créneaux de vaccination pour le mois de mars. On a décidé de vacciner en flux tendu, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une dose arrive, on l'envoie dans le centre et on ne la garde pas à Paris. Moi, j'ai rien ici au ministère, tout est dans les territoires. Et donc, cette organisation en flux tendu, elle fait qu'on a forcément un public qui est convoqué, qui est plus important que le nombre de doses qu'on a au moment où on les convoque. Et là, on s'adresse à près de 10 millions de Français, avec jusqu'à présent 2,5 millions de doses. Donc les doses vont arriver de plus en plus fort, elles vont arriver de plus en plus vite, de plus en plus régulièrement. Toutes les structures sont en place, la logistique, évidemment, fonctionne. Et donc, on va pouvoir vacciner de plus en plus de personnes. Le AstraZeneca va changer la donne, va nous permettre de vacciner davantage. J'avais annoncé que d'ici à fin février, on aurait vacciné, je l'avais dit au mois de décembre, que fin février, on aurait vacciné entre 2,4 et 4 millions de personnes en primo-injection. On sera entre 3,5 et 4 millions, donc on est dans les clous. Vincent Lothar vous pose cette question. Comme vous le savez, Monsieur le Ministre, les infirmiers effectuent de nombreux glissements de compétences dans les établissements de santé. Comptez-vous faire évoluer les compétences des infirmiers pour remédier à cette problématique? Mais moi, j'en ai parlé, je suis toujours d'accord. Hein. J'ai compris que si on touchait une compétence, il fallait revoir tout le décret de compétences et brasser tout, donc que c'était un chantier monumental.
Moi, j'aime bien les choses pragmatiques. Enfin, je veux dire, il y a des choses, il y a des actes, des soins, je ne comprends pas, en tant que médecin et en tant que ministre, en tant que citoyen, qu'on empêche ou qu'on interdise qu'ils soient réalisés par des professions paramédicales. Je le dis très, très simplement et très librement. Et je ne m'arrêterai jamais à la question corporatiste pour dire qu'un tel ne peut pas faire ça alors qu'il est compétent pour le faire. Mais de la même manière, je m'adresse aussi à la profession infirmière. Il y a un certain nombre d'actes qui pourraient être faits aussi en coopération avec d'autres professionnels qui n'ont pas toutes les compétences infirmières. Il faut faire évoluer systématiquement les métiers. Le problème, je vais vous dire, c'est que les pouvoirs publics ont souvent pris ça par le bout de la lorgnette des actes techniques. Par exemple, je me mets à la place d'un médecin à qui on dit, en fait, les actes rapides, répétitifs et plutôt rémunérés correctement par rapport à des consultations longues et pénibles, eh bien, vous allez les partager avec d'autres. Et donc, ça a été toujours pris acte par acte. Je crois à la coopération, c'est-à-dire on s'organise, les protocoles de coopération dans les CPTS, ça fonctionne bien, donc il faut le pousser. Enfin, ça, c'est l'état d'esprit. Ensuite, quand on passe à la pratique, c'est plus compliqué. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Et quand on passe par le réglementaire? Mais le réglementaire, oui, ça ne doit pas être du réglementaire imposé. Je ne vais pas faire un coup de menton pour dire je décrète que maintenant une infirmière est capable de faire tel soin ou tel machin. En revanche, si la profession me dit nous, on est capable de faire ça, de fait, c'est fait en pratique, arrêtez de rigoler, permettez-nous de le faire, posons à la rigueur les conditions qui, dans la formation initiale ou continue, garantissent qu'on est capable de le faire. Moi, je serai toujours partant. Faisons évoluer les métiers. J'ai aucun problème avec ça. Aucun. Et vous le savez. Et j'en prends acte. Une question de Jeune et Dynamique, un infirmier avec un beau pseudonyme qui suit notre échange ce soir et qui vous pose cette question, Monsieur le Ministre. On a toujours une blague. En raison du contexte sanitaire, les étudiants en soins infirmiers ont été mobilisés dans les établissements de santé en renfort sur des périodes parfois importantes. Comment voyez-vous la fin de formation et diplomation de ces étudiants ? C'est un vrai sujet. En fait, il y a eu parfois un petit hiatus entre les recommandations en matière de recours aux étudiants et la pratique. Donc, on ne peut pas être derrière chaque structure hospitalière. Dire merci aux étudiants parce que sans eux, on n'y serait pas arrivé, très clairement. Et on le voit encore aujourd'hui dans les dépistages, dans la vaccination. Enfin, on a besoin d'eux. Deux, je pense qu'il y a quand même un côté formateur d'être sur le terrain et de connaître, de vivre entre guillemets la guerre. Il y a quand même quelque chose qui est du domaine de la compétence acquise. Trois, on veillera vraiment à ce que les formations puissent être complétées d'une manière ou d'une autre si vraiment des étudiants devaient se sentir en grande difficulté ou en détresse pour exercer leur métier. Voilà, mais merci à eux. Emmanuel, infirmière libérale à Caen, vous pose la question suivante. Pourquoi les infirmières et infirmiers n'ont pas eu accès en priorité à la vaccination Covid ? Nous sommes autant contaminants de par le nombre de patients que nous voyons par jour et nous avons un grand risque d'être aussi contaminés. Quelle priorité pour les professionnels de santé et quel schéma dans les prochains jours ? J'ai répondu tout à l'heure. La priorisation, elle s'est faite par l'indication du vaccin Pfizer qui n'était qu'indiqué qu'aux personnes âgées à risque de forme grave. Le vaccin AstraZeneca est disponible pour les gens, à l'inverse, plus jeunes et à moindre risque de forme grave. Donc immédiatement, je priorise les soignants. Dans les deux cas, j'ai priorisé les soignants à chaque fois que j'ai pu. C'est-à-dire le Pfizer, je l'ai donné aux soignants d'abord, proposé, et le AstraZeneca, il sera proposé en priorité aux soignants. Alexandre est étudiant en 3e année de soins infirmiers. Vous avez, monsieur le ministre, parlé d'augmenter le nombre de personnes formées en tant qu'infirmière et de l'attractivité du métier. Oui. Quels engagements souhaitez-vous prendre pour améliorer les conditions de formation des étudiants en soins infirmiers et les perspectives du métier ? Comme quoi, les questions sont bien posées en direct, parce qu'il y a des réactions à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses. Un, on va augmenter effectivement le nombre d'infirmiers en formation, d'aides-soignants et d'infirmiers. Et c'est en cours avec les différents IFSI. Deux, moi je souhaite que les conditions d'apprentissage des étudiants infirmiers soient bonnes. Il y a notamment des rénovations d'IFSI qui doivent être réalisées. Il faut qu'il y ait des conventions qui soient stabilisées avec les hôpitaux, lorsque ce sont des hôpitaux qui accueillent les IFSI, de manière à ce que dans la durée, on puisse garantir la pérennité et le bon fonctionnement de structures qui doivent être modernes. Ensuite, je crois beaucoup à la formation par simulation en complément de la formation en vie réelle. Et donc, je souhaite qu'il y ait des moyens qui soient consacrés à l'équipement en dispositifs de simulation. On l'a vu d'ailleurs cet été, avec plus de 800, rien qu'en Ile-de-France, 800 étudiants infirmiers qui ont pu se former et s'upgrader, entre guillemets, et des jeunes infirmiers aussi, pas que des étudiants, pour pouvoir prêter main forte en service de réanimation. Donc ça, c'est un point important.
Jean-Marie RC, qui exerce dans Lyon, vous demande: quel sera le rôle des pharmaciens dans la vaccination anti-Covid et quelle place pour les IDE dans la stratégie vaccinale avec l'arrivée des nouveaux vaccins? S'agissant du vaccin AstraZeneca, la Haute Autorité de Santé est claire. C'est un vaccin à prescription médicale obligatoire. Ça, c'est pas moi qui le décide, ni la HAS, c'est européen. C'est dans l'AMM européenne. Prescription médicale obligatoire, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait forcément, comme son nom l'indique, une prescription par une profession médicale, c'est-à-dire médecin, sage-femme ou pharmacien. Par contre, la réalisation de l'acte peut être faite par médecin, sage-femme, pharmacien, infirmier, kiné. Et donc, je souhaite que les infirmiers puissent évidemment vacciner leurs malades avec du vaccin AstraZeneca, donc dans des conditions qui ressembleront étrangement, mais assez logiquement, à la vaccination antigrippale. Le rôle des pharmaciens sera essentiel, avec la nécessité de passer par le réseau pharmaceutique pour la distribution aux médecins, etc. Et ensuite, dès que ce sera possible, et dès que ça vaudra le coup, c'est-à-dire dès qu'on aura assez de vaccins et qu'on s'adressera à la population générale, permettre aussi la vaccination par les pharmaciens. Donc, les infirmiers qui vaccinent contre la grippe vont retrouver un dispositif qui ressemble énormément au vaccin, à la vaccination antigrippale, pourront aller au domicile des malades, des personnes, pour pouvoir aussi les vacciner lorsque ce sera nécessaire. Par contre, la prescription médicale est obligatoire, c'est du droit européen. Une question d'Agnès de Corinque en Isère. Agnès de Corinque en Isère. Coran, et c'est là où j'habite. Pardon, Coran, pardon. Ça, c'est drôle. Ça, c'est très drôle. Une ville que vous connaissez, vous connaissez mes enfants bien, vont à l'école à Coran, ministre. ça me manque. Voilà. Ah, vous allez En parallèle de votre intervention, un documentaire Vieillir enfermé est diffusé sur Arte. La situation pour les personnes âgées en EHPAD est difficile depuis plus d'1 an. Comment envisagez-vous les prochaines semaines et la levée d'un certain nombre de restrictions? J'attends que ça, vous savez. J'ai fait le choix de travailler, je disais, comme aide-soignant en EHPAD. Ensuite, j'ai fait le choix de la neurologie, qui était une discipline qui est aussi beaucoup tournée vers les personnes âgées. Donc, c'est extrêmement dur de voir les conditions de vie qui ont été imposées aux personnes âgées dans les EHPAD. Mais c'était encore plus dur de voir les décomptes morbides au quotidien des clusters et des morts. J'ai vraiment mouillé la chemise pour permettre et inciter, ainsi que Brigitte Bourguignon, qui est ministre déléguée en charge de l'autonomie, pour que les personnes âgées en EHPAD se fassent vacciner en priorité. Ça a été dur et on nous a assez reproché une logistique qui était complexe, mais qui nous permet d'être le premier pays en Europe à couvrir autant de personnes âgées en EHPAD. Dès qu'on sait que les personnes, une fois vaccinées, ne sont plus à risque du tout de choper la maladie ou d'avoir des clusters, la vie pourra reprendre. Je n'attends que ça. Et vous verrez qu'on diffusera bientôt un spot télé sur encourager la vaccination des personnes âgées. Je vous mets au défi de retenir vos larmes parce que ça montre des images qu'on a envie de revoir. Voilà, des grands-parents qui accueillent leurs petits-enfants, qui accueillent leurs enfants, qui sortent, des images qui nous paraissent presque devenues surréalistes. Et en fait, c'est la situation qui est surréaliste et la vie reprendra son cours. Charlotte de Trèbes vous demande: envisagez-vous des perspectives d'évolution s'agissant des compétences des infirmiers? Notre décret de compétences n'a pas bougé depuis 2004, malgré les évolutions du système de santé. J'ai beaucoup répondu. Nathalie vous demande si l'échec de développement de vaccins français à date doit-il remettre en cause notre stratégie avec les laboratoires de soutien à la recherche et au développement. D'abord, vous dire qu'on n'a pas à rougir. L'Institut Pasteur est la structure de recherche qui est la première au monde à séquencer le génome du virus et à partager toutes les données avec le monde entier. Ensuite, vous dire que Pasteur, il a encore 2 projets de vaccins qui sont dans le pipeline et qui sont très intéressants. Vous dire aussi que sur 20 projets de vaccins, il y en a un qui aboutit. Donc, on ne peut pas en vouloir à la recherche française de ne pas avoir à ce jour identifié un vaccin. Vous dire aussi que Sanofi continue de travailler sur son projet de vaccin qui pourrait être intéressant, voire, je l'espère, très intéressant. Vous dire que ce sont les équipes de recherche françaises qui ont découvert que la dexaméthasone était efficace, que c'est une entreprise située en France, en Alsace, qui produit les premiers anticorps monoclonaux. Et donc, on peut toujours regarder, vous savez, les trains qui n'arrivent pas à l'heure ou les choses qui ne vont pas. Moi, je me désespère un peu, en fait, de voir... je ne dis pas que tout est bien fait. Et je ne dis pas qu'on réussit tout et qu'on est les meilleurs. Ce n'est pas le sujet. Mais il y a quand même des trucs qui tournent bien dans notre pays. Il y a des gens qui se bougent.
Et c'est pour ça aussi que je me bats et que parfois je me bats jusqu'au Parlement, jusqu'à pousser des gueulantes à l'occasion, pardon pour le mot. Mais c'est parce que derrière ça, il y a vous en fait. Il y a tous les gens qui se bougent dans les centres de vaccination, dans les hôpitaux, dans leurs cabinets en ville, qui ont risqué leur vie, qui avaient au début d'un mal de chien à s'équiper en matériel de protection parce qu'on n'en avait pas assez. Enfin, je veux dire, c'est tout ce système courageux, solide et qui nous a permis de sauver des milliers, des dizaines de milliers de vies en fait que je défends, que je chéris. Donc, faisons pareil avec la recherche et soutenons nos entreprises. On a besoin d'elles et elles réussiront. Ludovic vous demande quel rôle auront les infirmiers scolaires dans la stratégie tester, alerter, protéger, et notamment la réalisation des tests salivaires à l'école. Un rôle de premier plan. J'en discutais avec Jean-Michel Blanquer. On a besoin de mains expertes pour faire ces tests. J'espère que ce sera du salivaire pour les petits, parce que ça me désespère un peu de devoir proposer des écouvillons à des enfants. J'ai 2 enfants. Je préfère vraiment que ce soit du salivaire, donc ce sera bientôt le cas. Et on a besoin évidemment de la santé scolaire. Une question de Madame Ave, infirmière à l'hôpital dans le Nord. Monsieur le ministre, concernant la vaccination contre le Covid, est-ce comme pour la grippe, il faudra se revacciner tous les ans? Et si c'est le cas, le vaccin contre le Covid sera-t-il obligatoire pour le personnel soignant? Je ne sais pas et je ne sais pas. Non mais, pardon, je ne sais pas. Est-ce qu'il faudra revacciner? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura encore du virus en circulation à l'automne? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, le vaccin dont on dispose, il va sauver des vies et il va éviter des contaminations. Est-ce qu'il faudra y revenir, ou est-ce que l'immunité acquise par la vaccination permettra au virus de disparaître? Il y a des virus tragiques dans l'histoire de l'humanité qui ont disparu. Parfois, avec les vaccins, ça allait beaucoup plus vite, quand il y avait des vaccins, comme la variole. Parfois sans, c'était la grippe espagnole, mais en faisant des dégâts considérables. Peut-être qu'il faudra se revacciner, peut-être qu'il faudra des vaccins adaptés à des variants si les variants apparaissent, c'est possible. Ce que je crois, c'est que de toute façon, à mesure qu'on va renforcer notre immunité contre le coronavirus, il trouvera moins de cibles, moins de victimes, et il s'amoindrira. Est-ce que la vaccination sera obligatoire? Je vais être très, très clair avec vous. Moi, je considère que quand on porte une blouse blanche et qu'on va travailler au contact de personnes âgées, fragiles, dans des lieux collectifs, c'est un devoir éthique que de s'assurer qu'on n'est pas contaminant pour les autres. Je n'ai pas plaidé pour la vaccination obligatoire, non pas parce que je jugerais que ce serait inutile, mais parce que je ne veux pas qu'en obligeant les gens à se vacciner, il y ait des gens qui décident de ne plus aller travailler. Je trouve dommage, je suis cash là-dessus, mais je trouve dommage d'en arriver à se poser ce type de questions. Mais hélas, voilà, c'est la décision. De la même manière que pour la grippe, je ne souhaite pas non plus perdre 15% de soignants en EHPAD au moment où on a vraiment besoin d'eux. Mais je ne crois pas en l'obligation, je crois à la conviction et je crois aussi en l'expérience. Et je pense que cette campagne vaccinale incitera celles et ceux qui hésitent encore à se faire vacciner. Une question de Claudine Gillan, infirmière libérale dans le Grand Est. Monsieur le ministre, très bien la téléconsultation, mais au printemps, seuls les infirmiers libéraux étaient présents auprès des patients. Comment accompagner nos aînés pour qu'ils puissent se sentir en confiance avec cette méthode? Je n'ai jamais dit que c'était l'alpha et l'oméga. 1 million de téléconsultations par semaine, ça a quand même rendu beaucoup de services. Mais c'est vrai qu'une personne âgée, isolée à domicile, on ne peut pas. C'est parfois très compliqué, voire impossible. Donc ça a évité des déplacements de personnes. J'ai discuté avec un médecin orthopédiste qui me disait que maintenant, il conservait hors Covid 10% de son activité en téléconsultation. Par exemple, pour des consultations de suivi post-chirurgie, il a accès à la radio, il n'a pas besoin forcément d'examiner le patient, et ça évite parfois à des gens qui ont 80 ans de faire 1 heure de transport sanitaire, aller et retour, d'attendre en salle d'attente, etc. Mais je ne dis pas que ça remplacera la relation soignant-patient, certainement pas, c'est pas du tout mon propos. Mais c'est une aide, et ça réduit les distances. Et ça permet, dans les territoires où on n'a pas assez de soignants, qu'il y ait davantage de soignants. Et les téléconsultations médicales, elles reposent aussi beaucoup sur les infirmières et les infirmiers, qui doivent être présents auprès des malades pour pouvoir assurer la prise de tension, l'entretien et vérifier que tout va bien. Donc, je remplacerai, j'ai pas du tout pour idée de remplacer la relation physique par du numérique. Par contre, le numérique aide. Une question d'Isaac. Monsieur le ministre, pour répondre au mal-être de la population dans le contexte de la crise actuelle, quelles perspectives et évolutions dans les prochaines années pour la psychiatrie? Ça, c'est un sujet. Ça, c'est un sujet, la psychiatrie. Surtout en ce moment, où moi, je suis très inquiet de la santé
l'état de santé mentale des populations, pas qu'en France, partout. Le stress est énorme, il y a du désespoir. Je suis très, très, très inquiet. Il va y avoir des assises de la psychiatrie et de la santé mentale annoncées par le président de la République avant cet été. J'ai créé une commission nationale de la psychiatrie qui vient compléter et enrichir le travail du délégué interministériel, du délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, Franck Bellivier. Et je leur demande de fournir toutes les idées qu'ils peuvent avoir pour nous permettre de trouver des solutions dans la période, mais aussi dans la durée. On a des psychiatres qui sont formidables, on a des psychologues qui sont formidables, mais qu'on n'utilise pas assez, qui sont compétentes, qui ne sont pas remboursées. Pareil, là, on hérite, mais pour part d'années, de décennies de corporatisme. Et je souhaite qu'on puisse faire évoluer ça. On a besoin de tout le monde dans la santé mentale. Donc, je ne suis pas sûr et je n'ai pas la prétention de pouvoir faire mieux que les autres. Je suis sûr qu'aucun système au monde n'a véritablement trouvé le bon système qui fonctionne à plein. Qu'il faut soutenir nos soignants en psychiatrie, qui était un métier qui est très dur. Et infirmière en psychiatrie, c'est vraiment très compliqué. J'ai fait 6 mois en psy pendant mon internat, comme interne, hein, pas que. J'ai vu la difficulté des missions et la solidité des équipes. Donc voilà, on va travailler là-dessus. Moi, je veux qu'on aboutisse vite. Mais c'est pas simple. Mais on y arrivera. Johanna vous dit que notre système de santé est encore très curatif. Quid du réel virage préventif? Oui, il est curatif, mais il évolue. Sincèrement, il évolue. Il faut qu'on se morfonde moins. Il évolue. Demain, le président de la République va présenter la stratégie décennale de lutte contre le cancer avec un grand volet préventif, par exemple. Le tabac baisse. On a un vrai problème avec la consommation d'alcool dans notre pays. Et encore un problème avec la consommation de tabac. On a un problème dans le dépistage, beaucoup. On n'est pas suffisamment percutant dans le dépistage des cancers qu'on peut soigner. Il y a encore des cancers qu'on peut éviter par de la vaccination. Le cancer avec le papillomavirus, le cancer du col de l'utérus. Il va falloir qu'on y aille à un moment donné pour de vrai. Donc, mais la pratique sportive, alors là, l'année Covid, c'est pas l'idéal, je le reconnais. Moi, je souhaite qu'on aille davantage vers le sport santé. Mais il y a quand même des choses qui évoluent. Et puis tout ce qui va être santé environnementale, moi, qui est un sujet d'intérêt majeur, où on structure de l'expertise, de la recherche, de la formation, de l'information, de la prévention, surtout auprès des femmes enceintes ou des publics fragiles. Mais demain, il faut le faire pour tout le monde. Corinne, en Isère, vous dit que le beau département du monde. Faites plaisir ce soir, Sophie. La vaccination pourrait également se développer dans les entreprises via les services de santé au travail. De nombreuses entreprises ont des infirmières et des médecins. Quelle est votre position? Favorable. Dès que j'ai un go des autorités sanitaires, je suis favorable. Donc, je ne sais pas comment on organise une vaccination en entreprise. Ce n'est pas forcément le lieu privilégié pour le faire, mais j'ai vu des opérations de testing de masse réalisées en entreprise. Je suis même allé célébrer les équipes qu'ils faisaient en lien avec la médecine du travail et les infirmières du travail. Donc, moi, je suis totalement ouvert. Véronique, infirmière libérale à Paris, vous demande quelles modalités pour accompagner les personnes âgées et leur permettre d'accéder à la vaccination, car la prise de rendez-vous par téléphone ou en ligne n'est pas toujours simple pour nos aînés. Ce qui n'était pas simple pour nos aînés, c'était de prendre rendez-vous sur un seul site internet. Et donc, c'est pour ça qu'on a doublé le site internet d'un numéro de téléphone, avec un numéro par centre ou par cellule départementale, plus un numéro national. Et on envoie des bons de l'assurance maladie par la poste chez toutes les personnes concernées par la vaccination. Elles commencent à les recevoir depuis quelques jours pour les inviter à se présenter auprès de leur centre le plus proche. Et ces bons de l'assurance maladie contiennent les informations pour identifier le centre le plus proche. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus. Un téléphone, internet, courrier, plus les médias, le bouche à oreille, la sensibilisation par les CCAS, j'en parlais tout à l'heure, ou les communes quand les personnes âgées sont vraiment très isolées. Et puis à chaque fois que je vais dans un centre de vaccination, il y a une personne sur deux qui c'est la fille ou le petit-fils qui ont pris rendez-vous. On va en prendre une ou deux, puis après je vais devoir vous... Une question d'Adeline, infirmière dans l'Eure, vous demande, avec l'arrivée de nouveaux vaccins, comment s'assurer qu'il n'y aura pas d'erreur en centre de vaccination en ayant à gérer 3 vaccins avec des modalités différentes? Alors c'est 2 vaccins, parce que c'est surtout le Pfizer et le Moderna aujourd'hui qui sont en centre de vaccination, avec des lignes qui doivent être identifiées. Si un centre fait les 2 vaccins, il doit avoir une ligne de vaccination pour l'un, une ligne de vaccination pour l'autre. Le AstraZeneca, je ne suis pas du tout sûr qu'on passe par les centres. Voilà. Je pense qu'on a un maillage pharmaceutique qui est très bon, un réseau d'infirmiers et de médecins en ville qui sont très costauds. Et dans la grippe, on est capable de dépoter 1 million de vaccins sur une journée. Donc je crois qu'on peut s'appuyer vraiment sur ces ressources-là.
Je dis juste la première étape AstraZeneca, comme on va cibler les soignants, ce sera beaucoup plus simple dans les centres hospitaliers, mais ça va durer que 10 jours et après, on va y aller vers la ville. 2 questions alors. Ok, on me dit 2 questions. Une question de Lola. Face aux difficultés que l'on rencontre à l'hôpital aujourd'hui, quelles sont vos perspectives en termes d'attractivité, de fidélisation et de recrutement? Voilà, il y a eu le Ségur qui honnêtement bouleverse les choses. Après, il y a des choses qui ne sont pas encore visibles. Quand on dit on change la gouvernance, les gens ne savent pas encore ce que ça représente. Quand on dit on intègre des soignants, des paramètres dans les grandes commissions où il n'y avait que des médecins et des directeurs, les gens ne se rendent pas forcément encore compte de ce que ça veut dire. Quand on parle de prime d'engagement collectif, moi j'ai souhaité que la prime d'engagement collectif, ça peut être jusqu'à 100 € net par mois par exemple, elle soit perçue de la même manière par un médecin ou par une infirmière. Pas de différence, pas de gradation. Après, il y a des sujets aussi, mais ça, c'est pas le Ségur qui peut le régler en tant que tel, mais c'est les relations interpersonnelles au travail. C'est un lieu dans lequel il y a beaucoup de stress, beaucoup de tension, on y consacre sa vie, son énergie. Il y a parfois des conflits d'équipe qui font qu'il y a des départs ou des gens qui s'usent. Et ça, je veux aussi qu'on puisse prendre soin. C'est la qualité de vie au travail et qu'on continue d'avancer avec les syndicats sur ces questions. 32e et dernière question, Monsieur le Ministre, qui nous vient de Céline, infirmière puéricultrice à Marseille. Monsieur le Ministre, êtes-vous vacciné? Non, je ne suis pas vacciné. J'en ai très envie. Mais je n'ai pas 75 ans. Je commence à les faire doucement, mais je ne les ai pas encore. Et je n'ai pas 50 ans non plus. Merci. Je préfère dire que je n'ai pas 75 ans. Je ne voudrais pas que les gens croient que je pourrais avoir 50 ans. J'en ai que 40. Même si je suis soignant, donc non. Par contre... dès lors que je suis soignant et que le AstraZeneca est disponible pour les soignants de moins de 65 ans, eh bien, écoutez, si tout le monde est servi, je pense que j'irai me faire vacciner. Merci. On épuise là les questions. Je crois qu'il y en a eu beaucoup d'autres, c'est ça? Plusieurs milliers, me dit-on. Bon. Énormément. Président, je vous laisse le mot de la fin. C'est très sympa, puisque vous avez parlé cash, Monsieur le Ministre, on m'a... La faire la bonne franquette, on va dire, je ne sais pas vous dire. Mais je crois que je crois que c'est votre accent qui m'incite à parler cash. Écoutez, moi je suis trop content de la disponibilité du temps que vous nous avez consacré. On avait dit 1 heure, on a dépassé, on a pété le high score, on est allé aux limites du ciel. Et très franchement, ce franc-parler, cette disponibilité dont vous avez fait preuve auprès de tous les infirmiers, et c'était en direct, on l'a prouvé, Sophie a posé les questions en direct et il y en a d'autres qui sont arrivés, donc on voit bien que c'était très attendu, très demandé. Et si j'étais gourmand, je dirais qu'on va le refaire une prochaine fois. Quand vous voulez. L'engagement est pris. Vous avez décidé, vous avez dit de prendre soin de ceux qui prennent soin de nous. On fait partie de ces gens-là. Au travers de ce rendez-vous qu'on a pris ensemble, c'est un peu ce que vous faites, puisque vous êtes livré, vous avez dévoilé beaucoup de choses sur ce que vous pensez. Et c'est important, cette transparence. On sait bien que l'acceptabilité, notamment de la vaccination, passe aussi par cette transparence-là. Et on vous aidera là-dessus pour les soignants, pour les inciter et pour faire la pédagogie et pour transmettre toutes les choses qui sont connues et à connaître pour que les soignants se vaccinent et prennent soin, eux aussi, des gens qu'ils auront à prendre soin. C'est un engagement qu'on peut prendre et je pense que c'est important. Les infirmiers sont les pivots du système de santé, vous l'avez rappelé, sont les pivots aussi des équipes pluridisciplinaires de prise en charge. Et donc c'était quelque chose de super intéressant de travailler avec vous, de parler aujourd'hui de tout ce qui s'est fait. Vous avez dit que vous n'étiez pas fermé sur l'évolution de la profession, j'en prends acte. Et je vous ferai des propositions très rapidement, en même temps que le rapport que vous avez décidé de nous confier. Je vous redire encore une fois merci. Merci à tous les infirmiers et infirmières. Merci à votre équipe qui a permis ce rendez-vous. Merci à votre équipe qui est au pied levé à poser les questions, Sophie. Et merci à tous ceux qui ont participé. Et je vous dis donc à très bientôt. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Tenez bon.